Et bien le bonjour à tous. Je me présente Jérôme. Je vais co-animer cette table ronde depuis Singapour. Et avant de commencer, on voulait vous présenter un peu une petite histoire du manifeste agile avant de parler du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire de comment ça s'est passé, un peu cette traduction du manifeste agile en France. Salut à tous, du coup, depuis Singapour, il est actuellement 20h31 et ça commence. Donc, une petite histoire brève du manifeste agile pour le développement logiciel. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aux alentours du 11 et du 13 février, aux États-Unis, s'est regroupé 17 personnes qui se sont appelées Agile Alliance. Ce regroupement, initialement, a été incubé par un des membres, Ken Beck, une année avant, où il avait commencé à faire déjà une première retraite et il s'est dit, tiens, si on se rassemblait tous ensemble. Alors, qui étaient ces participants? Ils venaient de partout aux États-Unis, plus un qui venait du côté du Royaume-Uni. Mais c'était des personnes qui étaient rassemblées autour de l'extreme programming, Adaptive Software Development, DSDM, Scrum, Crystal, Pragmatic Programming and Feature-Driven Development. Et en fait, toutes ces personnes se sont regroupées à un moment dans l'Utah, dans la station de ski de Snowbird, qui était juste à côté de Twin Peaks. Et comme on sait, il s'est passé des trucs bizarres à Twin Peaks, du coup, il s'est passé aussi des trucs bizarres à Snowbird. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont rassemblés pour trois choses: se relaxer, discuter et faire du ski. Et donc, comme je vous l'ai dit, il s'est passé quelques trucs un peu différents derrière. Ils ont discuté longuement pour créer le manifeste que vous connaissez maintenant. Mais à la base, il y a eu un petit bonus, c'est-à-dire que Alistair Cockburn avait amené à cette communauté de 17 personnes le mot agile. Et d'ailleurs, Martin Fowler, à l'époque, a dit que ça serait sûrement un problème aux États-Unis parce qu'ils auraient du mal à le prononcer. Juste pour la petite anecdote. Et pourquoi ils se sont rassemblés? Alors, ils se sont rassemblés pour restaurer la crédibilité du mot méthodologie, embrasser la documentation qui sert et pas qui s'endasse dans des placards et qui font 4 km de long et 3 tonnes, et aussi pour reconnaître la limitation en environnement turbulent de la planification, déjà à l'époque. Et surtout aussi pour voir, en gros, comment est-ce qu'on pouvait contrer ces espèces de trade-off que la bureaucratie faisait pour imposer des décisions un peu irrationnelles lors du développement de projets et de produits. Et donc, en fait, ils ont essayé de creuser beaucoup plus loin que l'iceberg. Et ça, c'était dans le contexte, il faut juste se rappeler, en 2001. Après ces 3 jours où ça ne s'est pas forcément très bien fini à la fin, c'est-à-dire que des personnes, depuis, ne se parlent toujours plus, il y a encore des frictions. Certains sont malheureusement aussi décédés. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont écrit, en fait, les valeurs, ils ont commencé les principes, et ils l'ont fini en hybride. Ça, c'est Claude qui nous a amené l'information il n'y a pas longtemps. C'est en fait, ils ont continué en hybride à travers les mails pour écrire les principes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, on va voyager un peu dans le temps. De 2001, on se retrouve maintenant en 2009, et il y a eu une initiative qui a fait participer Grenoble et toute la France de traduction de ce manifeste. Et voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui. L'idée est de voir réunir une partie des personnes qui ont contribué à cette traduction, de voir, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait 20 ans du manifeste agile, plus de 10 ans de traduction, et l'histoire, ça serait intéressant de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant cette traduction, comment ça s'est passé, de voir avec les participants quelle est la relation qu'ils ont à l'heure actuelle avec le manifeste, voir un peu ce qui se passe autour de l'agilité autour de nous, et puis surtout essayer de voir, bon, ça fait 20 ans, et dans 20 ans, ça ressemblerait à quoi? Et donc pour ça, remercions Agile Bordeaux d'avoir réuni sous cette cathédrale de l'agilité aujourd'hui des personnes telles que Claude, Chris, Alex, Bruno et Delaurent. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette traduction,
que l'on n'a pas pu retrouver, qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont dans d'autres continents aussi, ou qui ne sont pas disponibles. Donc un grand merci à tout le monde, et c'est une petite partie de ces traducteurs et participants à la traduction que l'on réunit aujourd'hui. Donc je vais laisser la main à Alain pour vous les présenter. Bonjour tout le monde. Nous voici donc réunis, comme l'a dit Jérôme, autour de cette table pour discuter de tout cela. Donc, parmi les participants, tout le monde est important, tout le monde est acteur, ça va être superbe. Donc, on a déjà en premier Jérôme Bourgeon, qu'on peut voir en gros sur notre écran derrière nous. Alors, il n'est pas gros, mais il est bien présent, il est avec nous, il est tard, il est à Singapour, et peut-être qu'il rêve de dormir, mais il ne va pas dormir tout de suite. Non. Sont cachés aussi avec nous, ils n'ont pas allumé leur caméra, et ça serait bien qu'ils le fassent maintenant. Je les attends. Non. Donc, le premier, c'est Alex, c'est le problème. Sors du mode plein écran. Alors, le premier à apparaître, c'est Alexandre Boutin, que certains connaissent ou pas. Alors, je ne vais pas faire son CV, mais il est légitime ici. Il a participé un peu homme de l'ombre à cette aventure qu'il vous racontera. Le suivant, Bruno Orsier. Comme les autres, un élément clé. Je ne vais pas non plus faire son CV, ce n'est pas le but. Mais il est là aussi, donc il est là avec nous à distance. Donc on est, comme dans l'esprit du manifeste, dans une situation d'activité mixte. On a ici présent, en premier, Christophe Degnaud, bordelais, il est chez nous. Laurent Tardif, aussi présent, actif, avec son comité de soutien là-bas. Claude Aubry, venu de la lointaine Toulouse pour nous aider. Laurent Bossavit, ici présent aussi, avec ils ont tous plein d'histoires à nous raconter. Et puis notre animatrice locale qui va aider Jérôme, Alice Marteau. Et puis moi, je vais faire l'homme de l'ombre. Je vais m'éclipser en laissant le micro à l'un d'entre vous et vous souhaiter une bonne table ronde. Donc, merci Jérôme pour déjà cette belle introduction. Et merci Alain pour cette présentation. Donc là, on va passer à un moment pour discuter donc de ce manifeste, de ce qui s'est passé sur cette traduction et puis du coup de l'avenir. Peut-être déjà pour commencer, le début, comment tout ça a commencé par rapport à cette traduction du manifeste agile. Je te donne la main, Laurent. Ça marche, merci Alice. Donc Jérôme a posé la scène en 2001, on fait un bond en avant, alors pas totalement au clair sur toutes les dates, il y a un petit travail d'archéologie, alors ça me plaît bien, c'est un petit peu mon truc aussi, l'histoire. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, il me semble que j'ai eu l'occasion de le dire même à Bordeaux lors d'une conf, peut-être une conf concurrente, donc je ne vais pas dire le nom, qu'on a tendance à être une profession trop ignorante de son histoire. Et donc, voilà, il faut faire le travail d'investigation dans les archives. Donc, pour moi, ça commence, c'est une époque entre 2009 et 2011, où je partage avec Henrik Nyberg, qui est donc un coach agile très connu. Je ne sais pas qui vous avez entendu parler d'Henrik Nyberg, qui a obtenu ses titres de gloire, notamment en étant coach technique et agile chez Spotify. Et donc, c'est lui qu'il faut remercier ou Hégémonie pour avoir contribué à la création du modèle Spotify, qu'il ne faut surtout pas imiter. Et à cette époque, il fait partie, comme moi, du board de l'Alliance Agile. Alors, l'Alliance Agile, c'est le nom que se sont donnés les 17 personnes, comme l'a rappelé Jérôme, qui se sont réunies à Snowbird. Mais c'est aussi, pendant cet intervalle de temps, entre 2001 et 2009, c'est devenu une association. Il y a des raisons qui poussent les gens à se constituer en association. Ça permet un peu de formaliser les choses.
Par contre, contrairement à d'autres associations, je pense au PMI, c'est des gens que j'aime bien, hein, donc c'est pas un reproche. C'est pas structuré de manière très hiérarchique en chapitres, etc., avec un chapitre par pays, puis des sous-chapitres par ville, etc. C'est beaucoup plus auto-organisé que ça. On est dans l'Alliance Agile. Et donc, tout fonctionne par l'initiative des personnes qui viennent devant le board présenter des programmes. Ces programmes peuvent être financés. Et donc, Jérôme l'a aussi rappelé tout à l'heure, au début, les 17, c'est quand même très centré sur le continent nord-américain. L'Europe est quasiment absente. Et la situation, évidemment, a commencé à changer d'ici à ce qu'on arrive en 2009. Henrik représente la Suède. Et voilà, ça le travail que le manifeste soit connu au-delà du monde anglophone. Et donc, il se dit, bon, voilà, on pourrait acheter une traduction, on pourrait tout faire à des traducteurs professionnels. Donc, il y a ça dans la proposition initiale, j'ai eu l'occasion de la relire. Mais peut-être, en fait, une autre voie, ça pourrait être de dire on laisse la communauté auto-organiser le travail de traduction du manifeste agile, qui est un manifeste sur l'auto-organisation, ce côté un petit peu métacirculaire de l'affaire. Et voilà. Donc ça commence alors, je ne sais plus si c'est Agile 2009 à Chicago ou Agile 2011 à Nashville. Enfin, voilà, moi j'ai un petit peu les dates qui se mélangent dans ma tête. Et à un moment, ça arrive, je crois, à Grenoble. Et là, je passe la parole à... Rappelle-moi qui. Alex. C'est moi qui prends la main, effectivement. Alors moi, je vais pouvoir te caler quelques dates, puisqu'en fait, en 2009, moi, je participe à Agile Chicago. À l'époque, je suis tout jeune dans la communauté Agile. Je me rappelle plus si j'entends parler de cette traduction lors de la conférence de Chicago ou pas, mais enfin bon, quoi qu'il arrive. Il y a un appel à candidature, effectivement, qui paraît début 2010. Donc moi, je vois ça, je me rappelle plus quand, mais tout début avril 2010. Donc je positionne le Club Agile Rhône-Alpes, qui avait été créé 2 ans avant. Je positionne le Club Agile Rhône-Alpes comme traducteur. Donc, on me demande de remplir un petit questionnaire, on me demande des choses très simples. Est-ce que j'ai des contacts avec la communauté locale ? Je dis, c'est nous, la communauté locale. Voilà. On me demande si on a des expériences en traduction. On avait dans l'équipe locale, la communauté locale, des gens qui avaient traduit Scrum from the Trenches d'Henrik Dimberg. Donc, je réponds oui. Voilà. Est-ce qu'on pratique l'agilité ? Je réponds oui. Même certains d'entre nous forment et coach autour de l'agilité. Voilà. Donc ça, tout début avril. Voilà, et puis le 23 avril, pour être très précis 2010, j'ai gardé les mails, je reçois la confirmation d'Henrik Nieberg qui dit c'est le Club Agile Rhône-Alpes qui a été sélectionné pour faire la traduction en français du manifeste. Et Henrik me donne des contacts, donc juste après, me donne les contacts de toutes les personnes qui s'étaient positionnées. Et donc il y a 10 personnes, alors je vais les citer, je les ai retrouvées, les 10 personnes que Henrik me met en contact. Donc, il y a Benoît Gantôme, Louis-Charles Levasseur du Québec, Stéphane Coutan, Claude Aubry, Fabrice Emetti, François Vauquier, Christophe Degnaud, Régis Leclerc, Guillaume Mathias et Jean-François Farjon. Voilà, 10 personnes, voilà, donc certaines sont à distance, etc., qui se disent, voilà, ça m'intéresse de participer à ce truc-là. Et beaucoup d'entre eux vont se positionner en termes de relecteurs. Donc, comme moi, à l'époque, je suis le président du CARA, j'organise une réunion. Et puis on essaie de se faire un petit échéancier. Fin avril, on fait la réunion, on commence à traduire et puis on essaiera d'envoyer début mai une première version de traduction en relecture, etc., etc. Donc la réunion est montée, c'est le 29 avril et je ne participe pas à cette réunion parce que j'ai dû avoir un autre truc à faire et je laisse la main à Bruno qui lui a participé. Oui, je reconnais bien là tes capacités de délégation, Alex. Effectivement, moi j'étais là dans la réunion avec un certain nombre d'autres personnes. C'est une réunion qui est quand même, je l'avoue, assez floue pour moi et j'avais pas du tout la conscience de participer à une sorte d'événement historique à l'époque et si j'avais su, j'aurais pris des notes. Donc voilà, j'espère que Laurent aura des souvenirs un peu plus précis que moi. Moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que le manifeste, ça m'intéressait beaucoup de le traduire. J'avais effectivement déjà une première expérience de traduction avec Scrum et XP depuis les tranchées que j'avais traduit vers 2007 avec Emmanuel Etas et Guillaume Mathias notamment. Je pense que c'est pour ça que son nom était dans la liste, Guillaume.
Donc, je me souviens d'une soirée qui s'est bien passée, en bonne coopération entre tous les participants, en bonne auto-organisation. Il y avait mon collègue Arnaud Pirel aussi. Voilà, et il me semble qu'on avait quasiment réussi à tout traduire dans la soirée, mais ça, je suis pas sûr, hein. Il faudra vérifier les points. Ouais, voilà, très bien. J'avais le sentiment de soirée extrêmement efficace où on s'était pas écharpé du tout sur les termes et que ça avait vraiment avancé de façon très, 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 très fluide. Voilà, et puis aussi, ce qui m'a surpris, j'étais pas du tout conscient de tout l'ensemble des personnes qui étaient autour de ça, en fait. Voilà, moi, je suis venu là pour faire mon petit boulot de traducteur. Table ronde, je prends conscience des interactions avec les uns et les autres pour arriver à ce projet. Et puis, ce qui m'a surpris aussi, c'est de retrouver à la fin ma photo sur le slide officiel avec celle de Christophe, celle de français, il y avait nos 3 photos. Je ne sais pas par quel miracle. Donc voilà mes souvenirs de ce moment. Et je vais laisser la parole à Laurent Tardif, en espérant que tu aies des souvenirs plus précis de la soirée. Merci Bruno. Et du coup, la soirée, moi je me suis retrouvé parce que j'avais mon ancien chef qui m'avait dit tiens, il y a une soirée qui va se faire au Cara, viens, ça peut être sympa. Et du coup, j'y suis allé et finalement, j'avais fait quelques soirées du Cara avant. Et du coup, le thème de la soirée, c'était traduction du manifeste. Alors à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et je me suis dit, tiens, il y a 50 lignes, c'est de l'anglais, c'est pas très compliqué, en un quart d'heure, c'est fini. Et là, on a commencé tous ensemble à traduire les 2 premières lignes. Et on y a passé un certain temps. Et alors, on ne s'est pas écharpé sur les mots, mais on a pas mal chipoté. Oui, c'est ça qu'ils ont dit, mais en anglais, c'est un peu différent. Et le message qu'il y avait derrière, c'était ça. Et finalement, on y a passé, je dirais un quart d'heure, 20 minutes pour traduire une phrase. Et on s'est dit, si on continue comme ça, on n'aura pas fini en une soirée. Et du coup, on s'est dit, on va se faire des petits groupes. Et on s'est retrouvés à 3-4 pour traiter un principe, une valeur. Et j'ai souvenir que pour traduire 2 lignes, on y a facilement passé 1 heure à 4, en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Qu'est-ce qui est important? Quel est le mot important? Ah, mais ce mot-là, mais c'est compliqué, on n'a pas l'équivalent en français. Et du coup, pour changer un mot, il fallait une phrase. Et après, on arrive pour traduire 2 lignes, on a 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. On se dit, non, faut réduire. Et comment on résume? On a bien souffert. Mais du coup, à la fin, finalement, on s'est dit, finalement, à notre table, on est assez content. Et quand on regarde les autres tables, on se dit, c'est super clair, en fait. Et en fait, c'était, on a bien souffert, et c'était pas si simple. Et du coup, à la fin de la soirée, finalement, on avait, je pense, à peu près traduit tout, pas forcément d'un niveau égal, parce que des fois, on a pris moins de temps pour travailler certains sujets. Et du coup, c'est quand on a revu après les versions qui avaient été améliorées par derrière, on s'est dit, oui, ça fait quand même du bien, parce que le premier draft était pas mal. Mais quand même, la petite couche de vernis derrière a fait du bien. Donc, du coup, je vais passer la parole à Claude. D'abord. Allez, d'abord. J'enchaîne si tu veux. Moi, je suis arrivé là, de mémoire, c'était dans une newsletter de l'Agile Alliance qu'il était proposé de participer à cette traduction. Donc, j'avais la chance de déjà faire partie de la communauté Agile de Bordeaux, dans laquelle on a effectivement déjà aussi un certain nombre de traducteurs. Je trouvais que c'était un exercice intéressant pour le mettre à disposition du plus grand nombre. Et surtout, la démarche, lorsque je me suis proposé, j'ai effectivement eu la réponse d'Henrik Tiberg, qui m'a invité à me rapprocher d'Alex à l'époque et du Cara. Et la démarche de faire ça à plusieurs me semblait d'autant plus pertinente que tu parlais de chipotage sur certains termes. Et en fait, quand on voit déjà le travail que vous aviez fait sur l'atelier et finalement tout le travail qui a été poursuivi justement pour se rapprocher du sens, pour se rapprocher d'une syntaxe beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisible, beaucoup plus accessible, ce travail collectif finalement était vraiment très très intéressant. Merci. Moi, mon souvenir, c'est un message de Bruno. Ça devait être fin avril ou début mai, donc 2010. Bruno qui me demande si je veux participer à la relecture. Donc, de mémoire, la relecture,
on était quelques-uns. Il y avait Laurent, donc ici, et puis il y avait François Beauregard, qui est un Québécois que certains connaissent peut-être, et François, dont la compagne, je crois, travaillait dans l'édition, hein, donc elle a été très vigilante sur je me souviens de l'auto-organisation. Est-ce qu'on écrit auto-organisation en un seul mot, ou est-ce qu'on écrit auto-organisation avec un tiret? Et vous pouvez voir que sur le manifeste qui est encore en ligne, hein, je crois que c'est auto-organisation en un seul mot, ce que en général personne ne fait. Si on écrit autogestion en un seul mot, auto-organisation est généralement écrit avec un tiret. Voilà pour l'anecdote. Et donc, on est arrivé, pour lecture, donc après le travail qui a été fait. Moi, je pensais que j'avais très peu contribué, mais j'ai retrouvé la semaine dernière le fichier Word que j'avais envoyé, hein, puisque ça s'est fait à distance. Hein. Et dans le fichier Word avec les marques de révision, il y avait plein de rouges partout, en fait, dans ce que j'ai fait. Donc, ça montre que quand même sur des relectures, on peut dire des choses. Alors, après, c'était l'intérêt du travail, c'est que c'était un travail collectif qui a été fait, et que la décision a été prise finalement par le CARA, en fait, sur l'intégration des différentes propositions de modification. Donc c'était eux un peu les product owners qui décidaient de ce qui allait être mis en production, et qui l'est toujours, en fait. Ça fait 10 ans après, ça n'a pas bougé. Ouais, ça fait quand même 10 ans que en fait, c'est le document qui, sûrement en France, sur l'agilité, est le plus lu, voire même par jour. Et c'est sûrement aussi le document qui a fait sûrement couler le plus d'encre, en fait, ces dernières années autour de l'agilité. Et donc, sur cette partie, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'une anecdote? On a eu l'auto-organisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'un truc un petit peu croustillant? Croustillant, il ne faut pas pousser. Mais effectivement, avoir justement pour aujourd'hui redépiler un petit peu historiquement les échanges, on se rend compte qu'il y a finalement toujours autour des pinailляges, tu vois, mais finalement beaucoup de réflexions sur la retranscription fidèle en tout cas, ce que l'on percevait du message en anglais. Parce qu'encore une fois, on se retrouve sur une traduction d'un texte qui a été écrit dans des conditions dans lesquelles on n'était pas là. Hein, et finalement, ce que l'on a reflété dedans, c'est déjà une interprétation de ce texte-là. Et on se rend compte que même avec toutes les précautions qui avaient été prises à l'époque, on rencontre souvent énormément de raccourcis sur l'interprétation même du rendu en français. Hein. Sur l'utilisation de... alors, il y avait des échanges autour de la traduction de valoriser, par exemple. Juste pour l'introduction des quatre principes. Et il y a une étape à laquelle je n'étais pas, mais qui était très intéressante, parce que moi, j'ai juste vu justement le changement de stratégie pour aboutir aux valeurs de plus que, qui était initialement sur un comparatif par rapport à. Et autant je n'étais pas dans cet échange-là, autant effectivement c'est ce qui, à mon sens, a apporté la plus grande valeur ajoutée à ce manifeste, et qui est souvent lu de travers. Donc là, tu parles des points vraiment positifs de cette traduction, avec cette opposition au niveau de ces valeurs-là. Est-ce qu'il y a d'autres points qui peuvent avoir aidé au développement de ce manifeste qui se déploie sur toute la France?
Voilà, mon impression, mon souvenir en tout cas, c'est que le manifeste était déjà répandu sur la France en version anglaise quand même, hein, très largement. Au moins la partie la partie valeur avait été largement lue, je pense, avant la traduction française. Parce que ça fait quand même, si on revient sur les échelles de temps, hein, c'est une traduction qui arrive 9 ans après. Et 9 ans après, c'est énorme pour une traduction quand même. Pourquoi avoir attendu 9 ans pour traduire le manifeste, en fait? Pourquoi? Alors on pouvait dire que c'était plus la peine de le traduire peut-être 10 ans après. Mais enfin, voilà, c'était une action collective et ça a été fait dans plein de pays, donc c'est bien de l'avoir fait en France aussi, je pense. Alors voilà, ma perception, s'il a été traduit aussi tard, c'est peut-être parce que il a mis du temps, ça a mis du temps à émerger en fait. Voilà, 2001, on était en 2010. 2010, on peut dire que c'était quand même largement connu et que c'est le moment qui a été choisi pour le diffuser plus largement ou l'institutionnaliser, avec ces traductions. Peut-être Laurent, tu peux compléter. Il y a Alex avant. Juste un petit mot pour peut-être donner une illustration. Moi, je me rappelle être également allé à la grande conférence Agile aux US. Amérique du Nord, c'était à Toronto en 2008. Et dans cette conférence, il parlait beaucoup de Cross the Chasm, donc par rapport à la courbe de Moore et par rapport à la courbe d'adoption. Et donc, voilà, 2008, c'était vraiment, la plupart des agilistes là-bas discutaient de We crossed the chasm, ça y est, on a passé le gouffre. Et donc, je pense qu'avant, peut-être que la traduction n'était pas une nécessité, puisque c'était encore en phase, je ne veux pas dire exploratoire, mais quand même, on est avant le chasm, si vous regardez la courbe de Moore. Ça peut être une explication pourquoi la traduction a attendu aussi longtemps. Merci Claude pour le micro. Je vais partir en live sur un truc qui n'était pas dans la répète, parce que je suis un peu perdu par rapport à ce qu'on s'était dit pendant la répète, mais ça me vient en y pensant et aussi en vous regardant, parce que j'ai un faible pour la traduction, moi. J'ai participé que à la relecture, du coup, la critique est aisée et l'arrêt difficile. Et en même temps, quelque chose qui me vient, et donc on va pas passer 1 heure sur la traduction, les processus de traduction, c'est pas le truc le plus intéressant. Moi, c'est vrai que je pourrais écouter les gens parler de traduction pendant des heures. J'ai une petite pensée pour mon copain Manu qui traduit du théâtre et on a souvent eu l'occasion de parler de traduction. Et la traduction, en fait, c'est vraiment s'approprier un texte et le restituer. Et du coup, ce que je trouve intéressant, et ça vient de me frapper à l'instant, c'est qu'en fait, on traduit le manifeste agile en mots, on le traduit d'une langue à l'autre, mais en fait, vous qui êtes là, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous passez votre temps à traduire le manifeste, sauf que vous le traduisez en actes. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce truc-là qui est très intéressant et la raison pour laquelle on entoure ce texte, qui commence à vieillir, que beaucoup ont remis en question, beaucoup ont cherché à faire des contre-manifestes, de nouvelles versions, à dire il faut le mettre à jour. Donc, en fait, finalement, c'est un texte auquel on donne beaucoup d'amour, mais pas seulement en le traduisant en mots, mais en le traduisant en action. Voilà, je vous livre cette réflexion qui vient de me frapper. Donc, merci à tous les traducteurs et toutes les traductrices du manifeste qui le faitent au quotidien en actes et pas seulement en mots. C'est une très belle transition. Par exemple, pour vous, qu'est-ce qui a changé, vous, depuis que vous avez commencé à traduire et du coup à le mettre en acte à l'heure actuelle? C'est quoi votre relation avec le manifeste? Peut-être pour certains 20 ans après, peut-être pour certains qui l'ont traduit 10 ans après, mais du coup, c'est quoi votre relation à l'heure actuelle avec le manifeste? Je peux me lancer puisque j'ai encore le micro. Et après, comme ça, vous avez le temps de réfléchir à qui je passe la balle. Je me souviens que, donc comme je pense pas mal de monde dans la communauté, une présentation sur l'agilité commence souvent par la présentation du manifeste. Bon, à la fois parce que c'est un texte fondateur, c'est un peu comme la constitution de certains pays.
Et à un moment donné, m'était venue l'idée, pas de le réécrire, mais en fait, tout simplement, comme c'est des phrases courtes, ce qui d'ailleurs augmentait la difficulté de la traduction, parce que c'est aussi un texte qui cherchait à condenser, à être extrêmement compact. Et j'avais pris la liberté de faire son expansion. Et de dire, en fait, par exemple, donc le premier principe, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, voilà, c'est une phrase qui est extrêmement ramassée. Donc, en fait, il faut lui laisser, c'est comme un bon vin, hein, on est à Bordeaux, il faut lui laisser la place de respirer. Donc, je disais, moi, ma façon de comprendre cette phrase-là, c'est quelque chose comme ce qui nous intéresse au sein d'une équipe, c'est de mobiliser l'énergie, la motivation et la créativité des individus qui se déploient bien évidemment à travers leurs interactions au quotidien et ces interactions sont guidées, outillées utilement par des processus qui ne sont jamais que les règles du jeu auxquelles on décide de jouer collectivement. Voilà, donc alors vous allez peut-être me dire, j'en fais un discours de politicien du manifeste agile. Voilà, là je vous ai restitué ce qui me vient, je n'avais pas la phrase exacte en tête, et donc les mots qui initialement étaient les focus du premier principe du manifeste, interaction et individu plutôt que processus et outils, je les faisais disparaître dans ma présentation pour montrer ceux en fait qui retenaient plus mon attention au moment où j'en parlais, où je disais, voilà, quand je parle de l'agilité et du manifeste, c'est ça qui me vient. Et donc, je mettais plus le focus sur inventivité, motivation, et puis dans processus et outils. En fait, moi, processus, j'ai toujours pensé règles du jeu. Et donc, on peut avoir une lecture critique de ce que c'est que les processus, le côté un peu bureaucratique, etc. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est si on décide de jouer je ne sais pas, si on décide de jouer au Uno, j'aime pas trop le Uno, mais le premier truc, si vous faites une partie de Uno, le premier truc, c'est est-ce que le 7, on revient en arrière, quoi. Donc, il faut d'abord se mettre d'accord sur les règles, comme Claude nous l'a très, très justement rappelé hier. Donc voilà, le processus, c'est pas mal en soi, c'est les règles du jeu. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on peut jouer. Juste pour vous montrer que, en fait, voilà, moi, c'est ça que je lis dans le manifeste, c'est pas juste les mots eux-mêmes, mais tout un univers d'interprétation qui est derrière, et dans lequel je peux avoir envie de m'échapper vers d'autres mots qui sont présents, mais vraiment qu'en filigrane. Je ne sais pas qui veut rebondir là-dessus. Alors, puisque la question est sur les relations qu'on a pu avoir avec le manifeste, alors les miennes ont beaucoup évolué au fil du temps, en fait. Je me souviens d'une période, c'était peut-être autour de la traduction d'ailleurs, hein, où dans mes formations, je pense que je parlais plus du tout du manifeste, en fait, puisque on pouvait constater déjà que il y avait des choses qui avaient changé depuis l'agilité. Alors moi, je prends deux exemples. C'est que on parlait plus du ML, quasiment plus du ML. C'était un peu un effet de bord du manifeste, hein, puisque en fait des participants, enfin des fondateurs du manifeste avaient écrit des livres sur UML avant d'écrire le manifeste, hein, quand même. Et comme effet de bord de l'agilité, on parle plus du ML 10 ans après, en fait, alors qu'en 2001, là, on en parlait beaucoup encore. Hein. On en parlait énormément. Et puis, le 2010, c'était vraiment l'avènement des post-it, quoi. En fait, voilà, les post-it. Et le management visuel éclatait de partout. Et donc, le deuxième point, c'est-à-dire la documentation, le logiciel qui fonctionne plus que la documentation. Enfin, la documentation, vraiment, elle a été complètement remplacée par les post-it. En fait. Et donc, j'ai repris presque mon amour pour le manifeste il y a quelques années, avec, je pense à deux choses qui ont évolué. Dans mes formations, j'ai fait un petit jeu avec des cartes, en fait, où je donne les 8 cartes où il y a les 2 x 4 valeurs comparées du manifeste, et je demande aux participants de reconstituer le manifeste, en fait. Alors, je m'aperçois quand même que il y a quand même 90% des gens qui ne le connaissent pas. Hein, donc, quand on dit il est connu, il n'est pas connu par tout le monde, effectivement. Hein.
Et puis, récemment, j'ai vraiment réinterprété ce qui est écrit, toujours dans la partie valeur, hein, en essayant de me mettre à la place de ceux qui l'ont écrit et d'interpréter ce qu'il voulait dire. Voilà. Peut-être à ma façon d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Et du coup, moi, ça m'a fait, quand Jérôme t'a posé la question de comment je m'en sers du manifeste, moi, je me suis dit, revenons 10 ans en arrière, qu'est-ce que j'en faisais du manifeste? Et en fait, je me rappelle qu'au début, on découvrait l'agilité, on essayait de la mettre en place. Et du coup, je m'en servais un peu de garde-fou, de me disant, quand j'ai des doutes, je relisais un peu ce qu'il disait, quelles étaient les intentions, et j'essayais de me raccrocher à ça. Et en fait, je me suis dit, à l'époque, je suis toujours, hein, j'étais plus technique qu'agiliste, et j'avais une deuxième Bible à côté de moi qui était sur l'autre côté, c'était XP, Extreme Programming. Et du coup, j'avais ces deux garde-fous qui me disaient, voilà, il y a des manières de s'organiser. N'oublions pas qu'on l'applique sur des projets informatiques. Il y a aussi des spécificités techniques qu'il faut prendre en compte. Et du coup, j'avais ces deux garde-fous qui me permettaient de gérer mon quotidien. Parce que finalement, en tant que développeur, toute la journée, mon activité principale était de coder. À l'époque, les développeurs, on n'avait pas encore le réflexe forcément de s'impliquer dans le produit. On n'avait pas encore un avis sur le produit. On n'avait pas encore on exécutait entre guillemets ce qu'on nous demandait. Et finalement, les deux m'ont aidé à voir quel était le métier de l'informaticien d'aujourd'hui. Personnellement, vis-à-vis de ma relation au manifeste, personnellement, je l'ai découvert, ça devait être vers 2005, et j'y suis venu justement avec un focus extrêmement technique. C'est à travers la découverte du TDD et d'XP que j'ai découvert l'agilité et le manifeste qu'il y avait derrière. Et tu parlais d'un texte fondateur tout à l'heure. Et pour moi, c'est bien ça en fait. C'est un texte fondateur, au moins sur ma carrière, dans le sens où je suis passé d'un focus extrêmement technique. Vraiment, j'étais très orienté technique et process, vers un focus qui s'est beaucoup plus ouvert sur l'humain. Et c'est à travers la découverte du manifeste et finalement son exploitation depuis que j'ai systématiquement toujours ramené le focus vers plus d'humain et considéré des projets que je considérais initialement comme des challenges techniques vers une vision beaucoup plus où un projet, à la base, c'est surtout une aventure humaine. Et à partir de là, je sais que je risque d'en froisser quelques-uns, mais les compétences techniques vont s'acquérir. Si l'humain suit, les compétences techniques suivront aussi. Peut-être continuer le tour de table avec Alex sur votre relation avec le manifeste. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai découvert, je ne me rappelle plus exactement, j'ai découvert l'agilité en 2005. Donc, j'ai dû découvrir le manifeste au même moment. Je me rappelle d'avoir zappé. Mais alors, complètement zappé pendant au moins 2 ans. Ça a été dans ma formation, on me l'a présenté, j'ai fait OK, c'est bon, et c'est quoi la suite? Et parce que à l'époque, je me suis concentré sur Scrum parce que j'étais orienté process. Et ça faisait des années que je faisais du process, de la méthode, etc. Donc pour moi, ce que je suis allé chercher dans l'agilité, c'est une méthode. Si vous m'écoutez ces dernières années, vous avez dû comprendre que j'ai un petit peu changé. Donc, mais au début, en tout cas, c'était ma lecture. Et donc, moi, j'ai zappé le manifeste. Il m'a fallu quelques années pour le relire, pour l'assimiler, en fait. L'assimiler. Et je l'utilise toujours depuis. Pour être très honnête, je n'utilise pratiquement que les 4 valeurs. J'utilise plus les principes. Alors, je dis pas qu'ils sont pas bons les principes, je dis c'est ma façon de faire. Et comme disait Laurent Bossavit, j'interprète en fait beaucoup ce que je lis. C'est-à-dire, revenons sur la première valeur que tu as utilisée, individu interaction. Moi, je l'utilise beaucoup pour dire aux personnes, que ce soit aussi les managers, les dirigeants que je peux croiser, il faut générer de l'envie. Pour moi, individu et interaction, le message plus que process et outils, c'est générons de l'envie avec des gens qui ont envie, avec des gens qui vont être motivés parce que la motivation est intrinsèque, etc., etc. On va réussir. Après,
le reste, c'est que des moyens, processus, outils, etc. Tout ça, c'est des moyens. Alors, c'est des moyens qui sont bien utiles, mais ce ne sont que des moyens. Et j'utilise voilà, le manifeste de cette façon-là. Donc, je continue à en parler dans toutes mes formations. Je continue à insister dessus. Et souvent, quand je parle des pratiques agiles, je reviens sur le manifeste. Je dis, vous voyez, cette pratique, elle a tendance à, pour moi, elle cherche à développer cette valeur du manifeste. Cette pratique-là, elle a tendance à s'appuyer plutôt sur telle valeur du manifeste. Voilà, donc je fais des liens assez régulièrement. Alors, c'est mes liens à moi, je ne dirais pas que c'est des liens de référence, c'est ma lecture du manifeste, mon appropriation du manifeste et la façon dont je perçois l'agilité et j'ai envie de la transmettre. Voilà, voilà. Merci. Bruno? Oui, bon, effectivement, un petit peu comme Alex, j'ai aussi tapé l'importance du manifeste au début. Vers 2005, c'est Scrum qui m'intéressait. Moi, j'ai vu la lumière en agilité quand vers 2005, tu devrais lire ce bouquin de Ken Schwaber. Ça parle des problèmes que nous avons dans nos projets. Et là, c'est vrai que c'était une sorte d'illumination. Et puis ensuite, la traduction de Scrum et XP depuis les tranchées. Comme vous l'avez dit, la traduction, ça permet de s'immerger dans une œuvre et vraiment de se connecter très profondément. C'est surtout ça qui m'a marqué. Et pour donner aux gens qui découvrent un peu ce processus, Scrum et XP depuis les tranchées, moi, ça m'a pris largement plus d'une centaine d'heures de travail le soir après le boulot. Et c'était un tiers de l'ouvrage seulement. Donc, c'est surtout ça qui m'a nourri au début. Après, il y a eu un moment un peu comme Laurent où ça servait de garde-fou, effectivement, d'aller voir un petit peu dans le manifeste ce que ça disait pour voir si on était bien dans le sens. Ensuite, une période un petit peu d'oubli, puis j'ai commencé à le voir dans des conférences, des ateliers. À ma surprise, il y avait des gens qui faisaient des sessions complètes dans les conférences agiles autour du manifeste et ça me surprenait beaucoup parce que pour moi, c'était un élément parmi d'autres en fait. Et puis maintenant, depuis quelques années, je donne des formations. Alors là, j'aime beaucoup m'appuyer dessus en refaisant un historique. Parce que je vois que l'historique de ces méthodes intéresse beaucoup les jeunes que je peux avoir dans les formations. Il faut voir que maintenant, dans les entreprises, il y a des gens qui étaient tout juste nés à l'époque du manifeste. Des méthodes de gestion de projet depuis les années 50. Voilà, vers les années 2000, il y a une sorte de point de basculement où des gens importants se sont rendus compte qu'on avait trop mis le curseur d'un côté. De faire autrement parce que sinon on allait continuer à avoir d'énormes problèmes dans le développement logiciel avec des échecs énormes et ainsi de suite. Voilà pour moi. Merci à vous. En fait, on s'aperçoit que du coup, le manifeste lui-même a été créé en hybride dans un contexte, il a été traduit en hybride dans un contexte, et finalement aujourd'hui, avec la situation qu'on a, on est encore en hybride, donc l'hybride n'est pas si récent que ça. Ça fait déjà un paquet de temps que les gens travaillent en hybride. Et en fait, le manifeste a été écrit dans un contexte, comme on l'a dit, en 2001, a été traduit dans un autre, et aujourd'hui, on vit un autre contexte. Et du coup, pour vous, tous ceux qui êtes autour de la table ou à distance, du coup, à la base, le manifeste était là pour mettre en balance deux pôles opposés sur une certaine vision du monde, une certaine envie d'aller dans une direction. Quels sont, pour vous, en fait, ces nouveaux pôles qui pourraient permettre une ouverture peut-être vers un nouveau manifeste ou vers vers l'agilité dans 20 ans, en fait? Et c'est aussi pour cette question, en fait, parce qu'après, on va avoir le débat et forum ouvert pour essayer de nourrir, en fait, tous les participants pour savoir, ça pourrait vous donner des idées de thèmes. Donc, vous six, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça serait quoi les nouveaux pôles opposés qui se développent pour les 20 prochaines années? Alors, c'est pas tant une nouvelle polarité que, comment dire, à la fois faire un mea culpa et puis faire la peau à une partie du manifeste avec laquelle j'étais un peu moins à l'aise que les autres. C'est là où ça parle de clients. Et en fait,
une des choses auxquelles je m'intéresse, mais quasiment depuis le début de l'agilité, mais que je n'ai cessé de creuser et de voir, d'être content de voir que ça arrivait enfin sur le devant de la scène, c'est quel moment on s'intéresse à l'usager. Et ce distinguo-là entre quand on dit client sur site, quand on parle de deliver to the customer, je ne sais plus exactement quel est de qui on parle. Est-ce qu'on parle des gens qui payent? Est-ce qu'on parle des gens qui vont l'utiliser? Est-ce qu'on parle est-ce qu'on parle du proxy PO? Juste de la personne qui décide dans quel ordre on met les tickets dans Jira? Finalement, de qui on se préoccupe et à qui on se préoccupe de livrer de la valeur. Et donc, une des choses qui est pour moi devenue d'ailleurs un marqueur d'adhésion à la véritable agilité, si j'ose dire les choses comme ça de façon un peu clivante, c'est à quel point on s'intéresse à l'usager. À quel point on se dit c'est normal voilà, je vais chercher à aller à la rencontre des personnes qui vont être bénéficiaires ou parfois d'ailleurs victimes des logiciels que je développe. Du coup, est-ce que je vais me poser des questions autour de l'éthique du métier, de l'impact que peut provoquer le soft que j'utilise. Ça peut même aller au-delà. On peut se poser les questions d'impact environnementaux, diverses questions qui peuvent tourner, par exemple, autour de la green tech, peuvent arriver quand on commence à avoir cette perspective-là. Voilà, elle a été vraiment traitée, je le dis de manière un peu cash, mais je le pense, ça a été traité un peu par-dessus la jambe dans les premières itérations du manifeste. C'est pas une mauvaise nouvelle sur l'agilité d'il y a 20 ans, c'est plutôt à voir comme une bonne nouvelle sur ce que peut être l'agilité d'aujourd'hui. Est-ce que vous en voyez d'autres de ces polarités intéressantes? Bon. Moi, j'ai pas vraiment de polarité non plus en fait à proposer parce que techniquement, je suis bien en peine à imaginer comment on bossera dans 20 ans. Et je trouve déjà remarquable qu'un texte de ce type-là ait une telle influence sur 20 ans. Imaginez ce qui va le remplacer dans 20 ans ou la place qu'il aura dans 20 ans dans le monde du travail, parce qu'effectivement, on cherche aussi à aller au-delà du développement logiciel. Hein. Mais donc, dans le monde du travail, c'est vrai que je ne suis pas câblé intellectuellement pour aller voir jusque-là. Mais je pense quand même que d'ici 20 ans, ça restera un marqueur. Alors, peut-être pas le manifeste en lui-même, mais au moins le mouvement agile qui en découle. Et ça restera un marqueur qui permettra de revenir aux sources. Alors, on sait que le manifeste n'est pas la source de l'agilité non plus, hein, mais pour autant, ça reste un bon repère pour revenir sur, en tout cas, ce que j'interprète, moi, comme une vision tournée plus vers l'humain du travail au quotidien. On a Alex qui lève la main. Ouais. Désolé Claude. Donc effectivement, le futur est le futur et on peut pas tout prédire. Moi, on peut pas non plus reprocher pour moi en 2001 lors du manifeste de ne pas avoir traité des aspects environnementaux, etc. Même qu'ils étaient déjà présents et déjà connus, il n'y avait peut-être pas la sensibilité suffisante sur ces sujets-là. Et donc voilà, rappelez-vous le début du manifeste, c'est qu'on a trouvé des meilleures façons de développer. Hein. Donc ils étaient très très orientés production de logiciels, quoi, et orientés, je veux dire méthode, orientés comment faire les choses, quels sont les principes, enfin les valeurs et les principes derrière. Donc moi je pense un peu comme Chris que ça reste, de toute façon c'est là, ça reste là. J'ai adoré ce matin, j'ai assisté à la conf de Laurent Tardif qui parlait des techniques d'intégration continue. Donc Laurent, c'est parfaitement mon niveau de connaissance et de pertinence sur ces sujets-là. Par contre, j'ai adoré parce que bah voilà, quand tu repars du début, tu t'aperçois qu'au début il y avait des trucs. Aujourd'hui, c'est ridicule, mais non.
ils étaient ce qu'ils étaient à un moment donné, ça s'est construit, ça a évolué. Aujourd'hui, moi, je me suis enrichi aussi, même si je ne suis pas en phase avec tout, de Earth of Agile, de Modern Agile, de Agile Agnostic, qui sont dans d'autres types de sujets. Enfin, il y a plein de choses que des gens ont essayé, qui m'enrichissent moi, et le manifeste reste également dans cet enrichissement. Pour moi, je lui fais pas de procès parce que, enfin, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, hein, mais je dis bon voilà, en 2001, ils ont fait les choses avec leur logique de l'époque, leur contexte de l'époque, leur pensée de l'époque. Voilà, pour moi, c'est pas une référence au sens on peut pas y toucher, c'est un truc sanctuarisé. Si les gens veulent y toucher, ils y toucheront, mais voilà, moi je continue à travailler. Il m'a enrichi, il y a plein d'autres trucs qui m'enrichissent aussi, et je bénéficie de tout ça. Deux points. D'abord, on peut constater que bien que le manifeste agile soit un texte qui existe depuis 20 ans et qui soit solide et qu'il ait du succès, il n'a pas empêché le faux agile qui a existé, qui existe encore. Donc, je dirais que dans les années qui viennent, il nous reste encore des choses à faire pour expliquer tout ça et pour essayer de faire diminuer ce faux agile. Et puis le deuxième, c'est que la situation depuis 20 ans, elle a évolué. Donc, notamment ces dernières années, enfin ces toutes dernières années avec la pandémie et ce qu'elle a entraîné, qui va faire que le travail ne sera plus jamais comme avant. Donc, on peut profiter, mettre le manifeste agile dans cette situation. Et donc, moi, je rejoins ce qu'a dit Laurent pour deux points peut-être qui seraient, sur lesquels on peut mettre un point d'inflexion. Hein, c'est remplacer client par utilisateur, parce que c'est quand même, on fait des choses pour changer le monde et changer le monde, même, comme dit Jeff Patton, même si on le change d'une façon extrêmement réduite, c'est quand même pour des utilisateurs, pour qu'ils aient une vie meilleure. Et le deuxième point de la situation, effectivement, c'est le côté réchauffement climatique qu'on ne peut pas ignorer, et donc qu'on peut considérer dans les impacts que ça va avoir, en plus des utilisateurs, donc l'impact que ça peut avoir sur les écosystèmes. Et du coup, moi, ça m'a fait repenser à deux choses. Hein. Jérôme, je sais que la question est sur le futur, mais moi, je regarde un peu le passé. Et je me dis qu'il y a deux choses qu'on a fait, quand je dis on, c'est nous, tous les agilistes. Il y a des pièges dans lesquels on est tombé et il faut qu'on fasse attention à ces pièges-là. Il y a un des pièges qui est de penser qu'il y a une solution de faire. Et quand on dit on n'est pas tous Spotify, c'est ça. Il y a quelque chose qui a marché à un endroit et ce n'est pas forcément ce qui marchera partout. Et ça, il faut qu'on fasse attention. Et une chose qu'on a pu oublier aussi, c'est que, alors, ça ne s'applique pas qu'à l'informatique, mais dans beaucoup de cas, c'est de l'informatique et des projets informatiques. Et des fois, on a tendance à s'éloigner un peu des développeurs. Et ça, il faut faire attention parce que les développeurs s'éloignent aussi de l'agilité. Et donc, du coup, si on veut essayer de garder de l'agilité dans les entreprises, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que des managers, que des PO. Il y a aussi des gens qui développent derrière. Et qu'il y a aussi des préoccupations qui sont spécifiques, il ne faut pas les oublier. Oui, on peut prendre une question, mais j'aurais aussi peut-être tendance à inviter aussi Bruno à s'exprimer s'il souhaite aussi sur... Moi, aussi beaucoup dans cette réflexion que et c'est pas du tout pour le critiquer, il est auto-centré en fait, parce qu'il faut bien voir que c'est des gens qui cherchaient des solutions très importantes dans le développement logiciel et la conduite de projet. Donc c'est un reflet de cette époque où on ne savait pas très bien comment faire, où il y avait toutes ces méthodes. Hein. Les 17 consultants, là, ils avaient chacun inventé leur méthode quasiment. Manifeste de 2001. Et je 21, qui n'est plus du tout cet auto-centrage des informaticiens. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir à de nouvelles. Donc, vous l'avez dit,
d'ignorer les impacts environnementaux de l'informatique, par exemple. Donc, il y a une polarité que je vois, c'est abondance de fonctionnalités versus économie de l'énergie. Si on regarde un peu dans les années qui viennent, on ne pourra sûrement pas éviter ça. Je trouve qu'il y a une éthique qui se pose avec l'informatique et l'IA, notamment on voit le rôle très polarisateur des réseaux sociaux, par exemple. Donc, il y a un côté liberté des informaticiens versus éthique ou impact sociétal, par exemple. Voilà. 2 pistes de réflexion qui me semblent assez incontournables pour le futur, quel qu'il soit. Est-ce que du coup, il y avait une question? Est-ce qu'on peut prendre la question? Du coup, je ne sais pas exactement si c'est une question ou si c'est du même ordre, une piste d'évolution qui me parle, qui rejoint le fait que aussi bien l'autocentrage que le fait que l'agilité déborde du secteur informatique. L'approche est très orientée sur un groupe relativement homogène sociologiquement. Et j'ai pris une super claque il y a 2 ans, ici même, lors d'une conférence de Romo Moura, qui faisait de la vulgarisation sociologique à propos de l'agilité. Et du coup, en piste d'évolution, le rapport à l'inclusion d'un public beaucoup plus varié qu'on peut, ne serait-ce déjà que le genre qui est loin d'être à parité en informatique, mais aussi quand l'agilité s'applique ailleurs, toutes les typologies de population, ça me paraît aussi être quelque chose pour lequel il y aurait peut-être des choses à apporter au manifeste. Du coup, Alex, ça nourrit les idées. Alex? Moi, je veux bien tenter un truc sur cette question pas facile. Dans la même idée, moi, je mets de plus en plus en place de l'agilité dans des contextes hors logiciel, dans des contextes très très différents, etc., etc. J'ai eu l'occasion de faire des formations ou de découverte agile à des gens qui n'avaient vraiment, mais vraiment rien à voir avec de l'informatique, même de loin, etc., etc. Et en fait, je continue à m'approprier, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut réécrire le manifeste? Non. Par contre, oui, il faut l'interpréter différemment aujourd'hui, l'expliquer différemment, tenir compte des différences sociologiques, etc., etc. Moi, je sais que dans mes formations, si je fais une formation de 2 jours, je dis souvent aux personnes, pendant une demi-journée, on ne va pas parler d'agilité, hein. On va parler d'humain, on va parler de sociologie, on va parler de sciences humaines, on va parler de trucs comme ça, vous allez voir, parce qu'on a besoin de tout ça pour moi, pour derrière pouvoir parler d'agilité. Et je me sers toujours du manifeste, comme j'ai dit. Mais voilà, donc pour moi, voilà, est-ce qu'il faut le faire évoluer? Je ne sais franchement pas. Maintenant, c'était pas peut-être pas ça, il n'y avait pas ça dans la question, mais ouais, enfin, on s'enrichit de tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu d'ailleurs. Moi, tant pis, je laisse la parole aux autres. Alors, on vient de voir qu'il y a une question en ligne. Est-ce qu'on peut s'accorder 2 minutes avant de passer au forum ouvert? Donc, sur une question, c'était, voilà, souhaiterais entendre la table ronde sur les liens sous-jacents entre le manifeste et le Lean, et notamment peut-être le futur, si vous avez quelque chose à dire au sujet. Qui a envie d'exprimer quelques idées? Alors, à titre personnel, entre le manifeste directement et le Lean, pas forcément, mais on sait pertinemment, par contre, qu'un certain nombre de méthodes qui existaient déjà
parmi les signataires du manifeste s'appuyaient déjà sur des principes Lean. Donc, qu'il y ait un lien, c'est évident. Après, personnellement, le qualifier, non, ça, j'en serais pas capable. Laurent ? Je pense en fait il y a plein de méthodes. Je vais reprendre quelque chose que j'ai dit hier à propos d'un tout autre sujet pendant l'atelier Chimère, mais en fait vous allez voir c'est le même raisonnement. Je disais donc c'était un atelier sur le descendre dans ce qu'Alex nous a rappelé, notre principale préoccupation, à savoir comment on travaille efficacement ensemble en tant qu'être humain et en se mettant au diapason de préoccupations communes qui ne sont pas seulement l'efficacité de l'entreprise, choses qui sont vraiment secondaires par rapport à notamment avoir une planète habitable, avoir un avenir pour les générations futures, qui sont d'ailleurs les générations qui grandissent en ce moment, je pense à mes enfants. Mais donc, ce que je disais, c'est à partir du moment où des personnes d'horizons très différents, et ça va partiellement aussi répondre à la question de Mélissa, on regarde le même objet, chacune avec son vocabulaire va dire peut-être des choses très différentes, mais on doit normalement constater, si elle regarde bien la même chose, que ça va converger. Donc je disais hier, moi je suis un adepte du système Satir, d'autres peuvent être adeptes de la CNV, des accords Toltec, je ne sais pas quoi encore, de la ProcessCom, etc. Du moment qu'on parle de la même chose, qui est la façon dont fonctionne l'esprit humain, on doit remarquer une convergence. Et donc, si on se dit, on a l'intuition qu'il y a une convergence entre ce dont parle le Lean, ce dont parle l'agilité, et ce dont peuvent parler d'autres discours méthodologiques, à condition qu'on regarde le même objet, on doit trouver une convergence. Et la contraposée, c'est que si on trouve une convergence, on peut supposer qu'on regarde le même objet. Et du coup, on peut se poser la question, c'est quoi cet objet qu'on regarde? Et pour essayer de lier aussi, je prends une petite prise de risque et de l'ambition en disant, on va ramener à un sujet très très vaste. Qu'est-ce qu'on regarde avec l'agile ou avec le Lean? On regarde les systèmes complexes. Il se trouve que la planète est un système complexe. Et donc, on peut espérer que, à travers toutes ces façons de regarder la même chose, hein, le système, sa complexité, sa maintenance dans le temps, comment on s'en occupe. On arrive aussi d'ailleurs à trouver des solutions pour les véritables problèmes en fait qui nous préoccupent, à l'échelle desquels la différence entre le cycle en V et l'agilité, c'est juste peanuts, on s'en fiche complètement. C'est laisser une planète habitable. Et je pense que pour ça, c'est bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis fier de me retrouver tenant d'une discipline qui s'intéresse au fonctionnement des systèmes complexes et la manière dont on peut veiller à leur évolution dans le temps. Merci Laurent. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Donc, merci pour déjà d'avoir participé pour raconter un peu ce petit morceau d'histoire pour célébrer ces 10 ans, plus de 10 ans et ces 20 ans de manifeste. Et aussi, merci pour ces différents partages. On a vu que, du coup, des questions qui peuvent se poser touchent qui sont nos nouveaux clients, à qui va-t-on livrer de la valeur, qu'est-ce qui, en fait, nous enrichit à l'heure actuelle et qui nous permettrait d'ajouter quelque chose à l'agilité. Ce ne serait pas l'agilité ou, mais l'agilité et. Dans nos écosystèmes, comment est-ce qu'on peut les impacter? Comment est-ce qu'on peut impacter l'humain, l'écologie à l'heure actuelle? Aussi un thème qui est intéressant qui est qu'avons-nous oublié et qui avons-nous oublié et quelles sont les leçons du passé pour construire l'échafaudage du futur, hein, qu'on doit se rappeler. Et ensuite, un thème aussi sur l'éthique et l'informatique et l'impact sur l'environnement et le sociétal, qui est aussi un thème assez intéressant. Donc, merci à vous. Donc, merci à Laurent, merci à Claude, merci à Laurent, merci à Chris, merci à Alex, merci à Bruno qui a dû malheureusement s'éclipser tout doucement. Merci à Alice et merci à tous les participants. Et merci encore à tous ceux qui ont participé de manière inconnue à la traduction de ce manifeste. C'est pour ça qu'on a réuni ce monde-là et c'est pour remercier toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à la traduction de ce document en français. Merci. Et merci. Merci. Et merci à Jérôme qui a ponctué toute cette belle rencontre avec de beaux petits dessins qui nous a fait apparaître régulièrement, des petits cœurs, des petites choses comme ça. Merci à toi. Merci à tout le monde ici présent. On va faire une petite pause. Voilà, on a tous les petits dessins. Merci Jérôme. On se dit 10 minutes. On revient à moins le quart ici pour commencer le forum. On compte sur vous. À dans 10 minutes. Merci à tous.